Eh bien, je suis là parce que je ne voterai pas dimanche prochain. Je ne veux pas cautionner une Europe qui est faite que pour les privilégiés, que sont les sociétés internationales, les banquiers, etc. Et pas du tout les peuples. Et en particulier le Parlement pour lequel on nous fait voter n'a aucun pouvoir dans l'Europe, contrairement à ce qu'on nous fait croire. Il ne peut rien décider, il ne fait qu'obéir à la Commission européenne. Donc c'est pas la peine de se déplacer pour donner soi-disant des pouvoirs à ces gens-là qui n'en ont aucun de par les institutions européennes. Je suis là parce que je veux sortir de l'Union européenne. On voit les dégâts de l'Union européenne sur l'emploi, sur les retraites, sur l'effondrement industriel. Une Europe qui aujourd'hui déclare la guerre contre la Russie. Eh ben voilà, bonjour, chers camarades, citoyens, amis. En 2015, notre groupe RPS Fier sortait un tract à propos des élections régionales. Je voudrais vous lire quelques extraits du verso. Le vrai danger est là. L'acte 3 de la décentralisation, la loi NOTRe et la loi sur les métropoles préparent une réforme territoriale de plus grande envergure, qui consiste non seulement à construire de grandes régions de plus en plus autonomes vis-à-vis de l'État français, lui-même sous la direction de Bruxelles, mais aussi la réalisation de grandes régions par-delà les frontières. C'est ce qu'on appelle l'euro-régionalisation ou les euro-régions. Cette étape ultime de la réforme a pour but de diluer les frontières. Ainsi, la France tend à s'estomper comme nation au profit d'un espace fédéral. C'est un projet que l'on retrouve dans plusieurs institutions de l'Union européenne, institutions peu connues, le Comité des régions, l'Assemblée des régions d'Europe, le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux, etc. Les multinationales et les classes dirigeantes à leur service ont la ferme volonté de construire une fédération qui empêchera les États-nations d'interférer dans le monde des affaires et de constituer ainsi un frein à l'économie de marché au détriment des citoyens. La nouvelle configuration des régions imposée par l'UE et soutenue par les chantres du tout marché provoquera la disparition de la République française, privant les citoyens de leurs droits au seul profit des multinationales. Tout cela est écrit dans la recommandation 34, 1997, dans la Charte européenne de l'autonomie régionale. Voilà. Il y a toujours eu des alertes aux dangers que représente l'Union européenne. Alerte au danger de la perte de souveraineté, de la perte de son indépendance, de la perte de la démocratie. En 1957, dans le discours de Pierre Mendès France contre le traité de Rome, il dit « Faire l'Europe, oui, mais sans défaire la France ». Bon, en effet, tout est en germe en réalité dans ce traité. Le danger de voir péricliter l'économie française va donc être réel, dit Pierre Mendès France. Des articles qui se contentent de reléguer à de futurs négociateurs, à de futures autorités supranationales, bon, etc. Le 6 décembre 1918, le fameux appel de Cochin, il est des lignes, on ne peut pas le citer complètement, mais il est des lignes qu'on pourrait écrire face au danger de la fédéralisation aujourd'hui. Le discours en 92 de Philippe Séguin qui demande l'irrecevabilité du traité de Maastricht. Oui, nous voulons l'Europe, mais debout, parce que c'est debout qu'on écrit l'histoire.
dit-il, je cite, « La République française pourrait être un modèle, comme dit Séguin, mais avec le passage à l'État fédéral, nous abolissons les lois républicaines, c'est-à-dire la souveraineté nationale et populaire. » L'État fédéral se prépare depuis longtemps. Pourquoi? Pour en finir avec la France souveraine, indépendante, républicaine et laïque. Pour imposer la loi du capitalisme d'une seule voix, sans contestation possible. Enfin, pour permettre aux États-Unis et à la bourgeoisie d'engager la guerre contre la Russie et la Chine. L'UE à 35, promise par la présidente de la Commission européenne, n'a pas d'autre but que celle de constituer la chair à canon. Et puis ça va tellement dans le sens de la dépopulation tant voulue, désirée en secret par les chantres du capitalisme. En fait, la France gêne la bourgeoisie compradore depuis au moins 2 siècles. Depuis 1789, l'organisation avec les communes, les départements et l'État. L'instauration des lois républicaines, notamment le traitement égalitaire de chaque citoyen sur le territoire, c'est ce qui avait été demandé par les sans-culottes en 1789. C'est d'abord le traitement égalitaire du citoyen sur tout le territoire. Donc c'est un modèle de démocratie et c'est cela qui est en jeu et en péril avec le sceau fédéral, entre autres. La Constitution de 1793 est aussi un modèle dont nous pourrions nous inspirer aujourd'hui pour construire avec les citoyens une autre Constitution. L'organisation mise en place par la Commune en 1870 et réprimée dans le sang constitue aussi un modèle sur lequel on pourrait s'inspirer. Le programme du Conseil national de la résistance, repris en grande partie dans la Constitution de 1947, est aussi un modèle du genre. Le préambule, notamment, garantit tous les droits sociaux et fait partie. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il fait partie. Le préambule fait partie du bloc de constitutionnalité. Alors, j'ai noté comme ça, je l'ai sorti, 3 ou 4. Qu'est-ce que je vois? Article 10. La nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement. S'il y a la fédération, il n'y a plus de nation. Article 12. La nation proclame la solidarité et l'égalité de tous les Français devant les charges qui résultent des calamités nationales. S'il y a le sceau fédéral, ce droit n'existe plus. La nation garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruction, et pas à la culture, à l'instruction, à la formation professionnelle. L'organisation de l'enseignement public, gratuit et laïque, à tous les degrés, est un devoir de l'État. Voilà, c'est le moment d'en parler. Article 16, la France forme avec les peuples d'outre-mer une union fondée sur l'égalité des droits et des devoirs, sans distinction de race ni de religion. Bon, il y a 18 ou 19 articles, donc c'est ce préambule donc, qui fait partie du bloc constitutionnalité qui va sauter. Alors, après... comment dire, plus récemment, le mouvement des Gilets jaunes, 2018, Gilets jaunes qui doivent faire partie des forces endogènes de notre pays. Qu'est-ce qui s'est passé en 2018? Ça s'est passé en France. Quelques mois après, 72 pays dans le monde avaient des révoltes de gilets jaunes. Donc j'ai envie de dire, c'est ça qui trouble et qui gêne le capitalisme. Donc ce sont tous ces droits, toute cette organisation que le capitalisme a décidé d'abattre et depuis longtemps. Voilà, en fait il fallait abattre la France. Alors, ils ont effondré l'URSS. Ils ont explosé la Yougoslavie, ils ont effondré la Grèce, et bien ils veulent aussi effondrer la France. Voilà. Et on y est.
sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan de la culture, sur le plan de la langue. Sur le plan économique, destruction des services publics, désorganisation de tous les réseaux, télécom, énergie, donc destruction de l'agriculture. Je veux dire, aujourd'hui, on en est à 1 à 2 agriculteurs qui se suicident par jour. Bradage des fleurons industriels. Fin de la diplomatie française. La fin de la diplomatie française, elle a été décidée par Macron, c'est un peu gonflé quand même, entre les 2 tours en 2022. Bon, ensuite, démantèlement de l'organisation territoriale et administrative de la France, qui démarre en 1982 avec les lois de fer, les lois de la décentralisation. On commence par le volet industriel en 1982-83, et en 2003, ça rentre dans la Constitution. Hein, je veux dire, ils aiment bien se donner le temps pour que les gens n'y voient rien. Et 2014, les grands territoires et le floutage des frontières. Enfin, j'ai noté là, par exemple, l'euro-région Rhin supérieur, Alsace, Pays de Bade. L'euro-région, grande région intègre la Lorraine, la Wallonie, le Luxembourg, la Rhénanie, la Sarre, le Palatinat. L'euro-région Alpes-Méditerranée avec Rhône-Alpes, PACA, Piémont, Ligurie, Val d'Aoste. L'euro-région Aquitaine, Euskadi. L'euro-région Pyrénées-Méditerranée avec Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Catalogne et Aragon. Et enfin, l'euro-région Flandre, Dunkerque, Côte d'Opale avec la Belgique et le Luxembourg. Tout ça, c'est prêt et ça existe, mais de façon culturelle, de façon épisodique au niveau des... il y a des... Comment dire, des télés qui expriment ces idées-là. Et puis, comment dire, la loi, plus récemment, la loi, comment dire, qui détruit, comment dire, l'unicité des lois en France en accordant à certaines régions des disparités, des différences, quoi. Et puis là, ils viennent de sortir, enfin, Éric Woerth, qui était en charge de la future, enfin, de la réforme territoriale, eh bien, il a sorti 51 propositions. Alors, c'est ça extraordinaire. Je veux dire, les propositions renforcent le bloc communal, renforcent le département, renforcent la région. Donc, tous les élus sont contents, tout va bien, mais ils ne sont pas aperçus que c'était l'État qui se désengageait. En fait, ces lois-là préparent au saut fédéral. Il ne restera plus dernière. La région sera en charge de l'enseignement supérieur, par exemple. Donc, ces élections, elles sont en fait très importantes pour nous, parce que, en fait, il y a un piège. Ça fait plusieurs fois qu'on le dit, mais je veux dire, c'est Giscard d'Estaing qui en parle le mieux. Il dit: ces élections sont en fait peu importantes car le Parlement européen n'est pas très important. C'est nous, je dirais presque moi, qui avons créé ce Parlement en 1976. Son rôle est simplement de vérifier que les textes proposés par la Commission européenne sont conformes au traité. C'est tout. Il n'a pas de pouvoir politique. Il n'a pas le pouvoir de diriger l'Europe. Donc, en fait, avec le saut fédéral, ce n'est pas une assemblée élue qui va diriger l'Europe, c'est justement une assemblée non élue au pouvoir, au pouvoir complètement étendu, qui va en fait créer tout ce qu'il faut, parler d'une seule voix
pour emmener l'Europe des 35, hein, comme dit van der Leyen, à la guerre contre la Russie, contre la Chine. Donc, la seule réponse à ce piège, c'est le refus de vote, c'est le boycott. Sans une énorme abstention, nous risquons de devenir prisonniers et de perdre tout ce qu'on a construit depuis 2 siècles. Voilà les enjeux. Bonjour à tous. Quand nous parlons de boycott des élections européennes, nous voulons faire la différence avec l'abstention. Bien sûr, sur le plan pratique, le boycott se matérialise par l'abstention, par une abstention. Mais l'abstention est un acte individuel qui se traduit par le refus de se déplacer au bureau de vote. Le boycott, lui, est un acte collectif. Il se traduit par le regroupement de citoyens dans des collectifs locaux pour le boycott. En tout cas, tel devrait être le cas. Le boycott est une campagne politique. Elle est animée par la coordination nationale que nous avons mise en place et qui s'appelle « En mouvement pour le boycott et l'abstention aux élections européennes de 2024 ». La première objection qui est faite à cette campagne de boycott, c'est-à-dire d'abstention, est une objection de principe. On nous dit parfois que le vote est une composante essentielle de la démocratie et que, par conséquent, il faudrait toujours voter, par principe. Ce raisonnement n'est pas bon. D'abord, dans de nombreux pays, des campagnes de boycott ont eu lieu, toujours pour une raison principale, les élections étaient faussées. Parce qu'il ne faut pas croire que les élections, par principe, ne sont jamais faussées. Il existe des élections faussées. Et dans ce cas, le principe du vote est caduc. Parce que comment voter lors d'élections faussées? Ça n'a aucun sens. Et, par exemple, ce fut le cas récemment dans des pays comme l'Iran ou l'Algérie, entre autres. En France, il y a eu un cas célèbre en 1969, après la démission du général de Gaulle de la présidence de la République. Le deuxième tour de l'élection présidentielle, en 1969, oppose l'ancien Premier ministre gaulliste Georges Pompidou et le président du Sénat, démocrate chrétien, Alain Poher. Le candidat communiste, Jacques Duclos, qui avait obtenu 21,3% des voix au premier tour de cette élection présidentielle de 1969, appelle à l'abstention. En effet, selon lui, entre Pompidou et Poher, c'est blanc-bonnet et bonnet blanc, une expression qui est devenue célèbre. Les Iraniens, les Algériens, les Français en 1969 ont-ils eu tort de s'abstenir au prétexte, au motif que le vote est un principe absolu et qu'il faut toujours voter? Eh bien, ils ont eu raison de s'abstenir, car ces élections étaient faussées. Elles étaient faussées en Iran, elles étaient faussées en Algérie, et elles étaient faussées en France en 1969 parce que c'était blanc-bonnet, bonnet blanc. Dans ces conditions, aucun choix n'est possible. Ce mythe du caractère sacré du vote est alimenté par le ministère de l'Intérieur. On ne pourrait pas d'ailleurs s'en étonner. Sur son site internet, on peut lire ceci. Il existe une rubrique sur ce site internet qui s'intitule « Pourquoi je vote ?» La réponse est la suivante, je cite, « C'est un acte citoyen qui permet de choisir ses représentants à l'occasion d'un scrutin. » C'est pas faux de dire ça, mais c'est scandaleusement partiel.
car une élection ne sert pas simplement à élire des représentants. Encore faut-il que ces représentants représentent réellement et correctement les citoyens, et qu'ils le fassent dans des enceintes disposant de vrais pouvoirs. Sinon, c'est un théâtre d'ombre. Si tel n'est pas le cas, ce sont les citoyens qui s'abstiennent, qui font acte citoyen, qui font un acte de citoyenneté. Ce sont les abstentionnistes, pas les votants. Ceux qui votent quand même lorsqu'une élection est faussée se font tromper et desservent la démocratie. Le Parlement européen n'est pas un vrai Parlement. Comme le confirme le site internet de l'Assemblée nationale, et c'est une définition qui est largement admise, un Parlement doit avoir 3 fonctions. Voter les lois, premièrement. Deuxièmement, contrôler l'action du gouvernement. Et troisièmement, évaluer les politiques publiques. Aucune de ces 3 fonctions n'existe pour le faux Parlement européen. Pour avoir le détail, je vous renvoie sur un article que vous retrouverez sur le site de la Dynamique populaire constituante et de la coordination nationale boycott. Il n'est donc pas possible de voter à cette élection européenne. Cela reviendrait à cautionner non seulement un système illégitime, mais à participer à une mascarade. Tous ceux qui sont contre le système de l'Union européenne et qui veulent en sortir ne peuvent que s'abstenir. On ne peut pas vouloir à la fois entrer dans le système de l'Union européenne en présentant des listes aux élections européennes et prétendre vouloir sortir de l'Union européenne. Ça n'a pas de sens, c'est incohérent et ne peut que susciter la méfiance envers ceux qui pratiquent ce genre d'équilibrisme. Le cas de l'euro, la monnaie unique, fournit un excellent exemple de la nécessité de sortir du système de l'Union européenne et donc de l'euro. L'idée d'une monnaie unique, dans son principe, peut être une excellente chose pour le développement économique et social d'un groupe de pays. Mais il y a des conditions à réunir pour y parvenir. En réalité, il y a 5 critères qui ont été mis au jour par une poignée d'économistes libres et sérieux. Le premier critère, il faut un accord politique entre les pays qui envisagent de créer une monnaie unique entre eux. Eh bien, il faut le savoir qu'un accord politique sur quoi? Un accord politique sur les grandes politiques macroéconomiques. C'est de cela dont il s'agit. C'est-à-dire la politique budgétaire, la politique du commerce international, la politique monétaire, la politique fiscale. Et donc, un tel accord politique n'a pas existé au moment de la création de l'euro. Il y avait quelques principes néolibéraux qui étaient adoptés, mais qui étaient dans la perspective de l'intérêt des classes dominantes, pas pour le développement économique et social. Le deuxième critère, c'est des structures économiques des pays concernés suffisamment proches. On ne peut pas faire une union monétaire avec des écarts comme on en a eu entre le dernier de la classe, selon nos amis néolibéraux, la Grèce, et le premier de la classe, l'Allemagne. On voit le résultat. C'est la Grèce qui a explosé, qui a été mise totalement sous la coupe de la Troïka, qui a éliminé toutes les forces de gauche, qui se sont vendues et qui aujourd'hui est un pays qui est à la dérive. On voit le fait, de façon tout à fait évidente, qu'une union monétaire ne peut pas fonctionner entre des pays qui ont des écarts aussi importants dans leurs structures économiques. Le troisième critère, c'est une diversification de la production. Diversification de la production industrielle, agricole. Pourquoi?
Eh bien parce que c'est le moyen d'être libre, d'être indépendant, de répondre aux besoins des sociétés et d'éviter d'être dépendant de l'étranger. Ça ne veut pas dire de ne pas faire de commerce international, mais ça veut dire être souverain, indépendant, autosuffisant. Eh bien, ça n'est pas le cas, parce qu'il y a de nombreux pays qui n'ont aucune diversification industrielle en particulier. Et ça ne permet pas d'éviter les chocs. On le voit aujourd'hui avec la situation économique catastrophique dans de nombreux pays, notamment en matière industrielle et agricole en France. Quatrième critère, c'est la mobilité géographique des facteurs de production. Cette mobilité géographique, elle doit être dans tous les sens. Or, on assiste aujourd'hui, enfin depuis la création de l'euro, et particulièrement depuis l'intégration des PECO, les pays de l'Europe centrale et orientale, à une migration, à une mobilité géographique de la main-d'œuvre, toujours dans le même sens, des pays les plus pauvres vers les pays les plus riches, l'Allemagne, la France, pour concurrencer les travailleurs locaux sur le plan des salaires. Donc des mécanismes qui poussent à la baisse des salaires, aggravés par un mouvement inverse d'un autre facteur de production qui est le capital. Lui, le capital, il va s'installer dans les pays précisément, les PECO notamment, l'Allemagne a fait ça beaucoup, la France aussi. C'est ce qu'on appelle la désindustrialisation et les délocalisations. Et puis, le dernier critère, c'est un budget central et des mécanismes de redistribution. Il y a bien un budget de l'Union européenne, mais il est minuscule. Il n'est pas en mesure de jouer le rôle d'un budget dans une nation. Le rôle d'un budget dans une nation, c'est, dans le principe, après les choix politiques peuvent être extrêmement différents, bien entendu. Mais en tout cas, il y a les outils pour mener des politiques de redistribution, qu'elles soient territoriales ou sectorielles. Et donc, il n'y a pas ces outils à l'échelle de l'Union européenne. Et d'ailleurs, les pays de l'Union européenne n'en veulent pas. Pourquoi ? Parce que ce serait renforcer le poids de la redistribution au détriment des mécanismes de marché. Ils n'en veulent pas. Ils ne veulent pas augmenter le budget pour permettre une redistribution. Aucun de ces critères n'était réuni au moment de la création de l'euro. Alors, on n'a pas le temps ici de rentrer dans le détail. Je vous renvoie sur mon livre qui s'appelle « Sortons de l'euro », restituer la souveraineté monétaire au peuple, qui date de 2011, publié, je fais une petite page de publicité, publié aux éditions 1001 Nuits. Ces critères n'étaient pas réunis au moment de la création de l'euro, ils ne le sont pas plus aujourd'hui. C'est même pire. Au lieu de réduire les écarts comme on nous le promettait entre les différents pays, ces écarts se sont accrus. Résultat, l'euro est une arme de destruction massive de l'emploi. Si on regarde les statistiques, toutes les promesses faites, l'euro, c'est l'emploi, etc., etc., eh bien non, la zone euro, depuis des années et des années, est la zone la plus médiocre en termes d'emploi, en termes de croissance économique, en termes de salaire. C'est ce que l'on fait de pire. Avec l'euro, les salaires sont écrasés. La hausse des prix n'a jamais été véritablement maîtrisée. L'euro n'est pas un bouclier, rappelez-vous le fameux Strauss-Kahn, ministre des Finances, qui expliquait que l'euro était un bouclier anti-crise. Eh bien, c'est le contraire. L'euro est un aimant pour les crises et la spéculation. Et tout ça revient à dire que l'euro relève du sado-monétarisme. Boycotter l'élection européenne, c'est manifester clairement
sa volonté de sortir de l'euro et de l'Union européenne. Nous, les Gilets jaunes constituants, nous sommes des Gilets jaunes radicaux, et radicaux dans le sens radix, c'est-à-dire aller à la racine des choses. Et dans cette radicalité, nous avons voulu définir quel est notre ennemi, et je vais vous lire une partie de notre manifeste qui définit quel est notre ennemi. Donc, à la question de qui est notre ennemi, nous répondons que notre ennemi premier est l'ensemble des organisations financières et spéculatives, ainsi que leurs ramifications dans les médias, les ONG, les think tanks, les groupes de pression et les lobbies d'influence. Nous constatons que la domination totalitaire de notre ennemi repose sur 4 piliers. Premier pilier, le monopole de la création monétaire aux mains des banques privées. Deuxième pilier, une dette illégitime, irremboursable et en continuelle augmentation. Troisième pilier, le formatage de l'opinion publique par le contrôle oligarchique des médias de masse, des industries du divertissement, des instituts de sondage, de certaines ONG pour promouvoir l'idéologie mondialiste, marchande et libérale. Ces entités, travaillant à la destruction des principes moraux et éthiques à l'intérieur de la société et des frontières à son extérieur, au nom d'une prétendue marche vers le progrès et la modernité. Quatrième pilier, la Constitution, la loi au-dessus des lois, écrite par ceux qui devraient la craindre, nos représentants politiques. À la question des buts matériels de nos ennemis, nous répondons maximisation des taux de profit et élargissement infini du domaine de la marchandisation. Ce totalitarisme mondialisé est l'ennemi des Gilets jaunes, des Français et de tous les peuples souverains. Il ne s'arrêtera pas de lui-même et il finira par nous plonger tous dans un chaos social et écologique absolu, dans sa course folle au profit, portée par des valeurs du matérialisme, du consumérisme, de l'individualisme et du politiquement correct. Alors dans ce cadre-là, l'Union européenne, ce que l'on peut constater, c'est que cette Union européenne, c'est la courroie de transmission, de cette oligarchie bancaire et financière, qui va de cette oligarchie vers les peuples. Est-ce que nous sommes en démocratie si nous n'avons plus notre souveraineté monétaire, législative, budgétaire? De plus, nous constatons que cette oligarchie a une élite mondialiste, prédatrice et eugéniste. Dans ce cadre, l'UE est son instrument pour avancer dans ce contexte. Nous constatons également la volonté de déconstruire le Conseil national de la résistance, symbole pour eux de la défaite suite à la fin de la guerre, avec la destruction des retraites, du chômage, de la sécurité sociale. Bref, l'Union européenne, c'est l'instrument de l'oligarchie qui permet, par cette idéologie du marché libre et non faussé, de détruire toutes les institutions publiques et de réduire tous les acquis sociaux que l'on a eu au Conseil national de la résistance au profit d'une oligarchie bancaire et financière, et surtout pour toujours le profit des actionnaires et des grandes multinationales. Donc dans ce cadre-là, nous ne pouvons pas accepter de continuer à cautionner cette Union européenne. De plus, il y a un grave risque qui vient aujourd'hui, puisque après ces élections, il y a dans leurs objectifs des objectifs de modification du fonctionnement de l'Union européenne, en passant de l'unanimité vers la majorité, et également en ayant des responsabilités accrues sur la défense, sur la partie sanitaire et également budgétaire.
budgétaire sur lequel ils ont déjà aujourd'hui beaucoup d'influence avec les GOP, les grandes orientations de politique économique, sur lesquelles la Commission européenne donne ses instructions sur les modifications de structures que les États doivent apporter. Donc dans ce cadre-là, nous ne pouvons pas cautionner ce système de fonctionnement-là et nous condamnons également cette fausse élection, car on va élire des députés européens, mais quand on analyse un petit peu le fonctionnement des institutions européennes, on se rend compte que le Parlement européen n'a que très très peu de pouvoir, et qu'en fait le pouvoir est concentré au niveau de la Commission européenne, qui sont la Commission avec Madame von der Leyen, qui est quelqu'un qui a été nommé, qui n'a pas été élu, et que le Parlement européen n'est pas à l'initiative des lois. Il a un pouvoir consultatif, il peut mettre en place des commissions, mais sur lesquelles il n'y a pas forcément derrière de conséquences. Donc, on élit des représentants qui ne vont pas avoir d'impact sur la politique européenne. Par contre, d'un autre sens, les traités européens sont repris dans le droit français, et il est bien notifié que l'on a une prévalence des traités européens sur les droits nationaux. Donc aujourd'hui, on voit notamment de plus avec l'élargissement de l'Europe qui est passé de 12 à 27, un dumping social avec les États d'Europe de l'Est, avec des taux de main-d'œuvre beaucoup plus faibles, et qui a fait qu'il y a eu énormément de délocalisation, et qui dit délocalisation dit chômage, perte de pouvoir d'achat, pauvreté. Et donc voilà, et tout ça au profit pour une augmentation des profits des grandes multinationales. Donc voilà, c'est ça l'Europe, c'est vraiment le jardin et le moteur des grandes multinationales pour maximiser leurs profits au détriment des populations. Donc il faut vraiment que cette Europe s'arrête. Donc dans ce cadre-là, nous ne jouons pas dans un système que nous combattons. Donc nous voulons sortir de l'Union européenne, donc nous n'allons pas voter aux élections européennes. Ce vote sera inutile, et donc nous appelons au boycott de cette élection, de cette élection européenne qui n'aboutira à rien et qui est dangereuse. Et nous regrettons qu'il n'y ait pas une plus grande prise de conscience de cette mascarade au sein du peuple français, et parce que nous pensons que tout cela devrait s'effondrer, s'écrouler, et qu'enfin les peuples et les populations d'Europe recouvrent leur souveraineté nationale. Eh bien, bonsoir. Moi, je vais vous parler de 3 choses. Je vais vous parler des services publics du côté de l'Union européenne. Je vais vous parler des directives de l'Union européenne et des recommandations de l'Union européenne, simplement parce que il faut comprendre comment tout ça fonctionne, et c'est très compliqué. Comme on n'a pas la science infuse, on a beaucoup travaillé pour comprendre et recouper nos sources, parce que nous sommes non pas des journalistes, mais des militants sérieux. Alors, je dirais que sur les services publics, la première chose qu'il faut comprendre, savoir, c'est que le mot service public a disparu de l'Union européenne depuis 2011, c'est-à-dire la directive service. La France était considérée comme un pays qui était trop exceptionnel, qui faisait trop exception, puisque derrière le vocable service public, les définitions étaient diverses et variées selon les pays de l'Union européenne. Donc, celle de la France était beaucoup trop complexe, sans doute, mais surtout elle reposait sur des éléments extrêmement travaillés,
sérieux, avec un statut des fonctionnaires, avec le fait que c'était public, que c'était des services qui étaient gérés par l'État ou les collectivités territoriales ou avec la fonction publique hospitalière, et que tout ça c'était incompréhensible et qu'il fallait quand même se rendre compréhensible pour l'ensemble des guillemets européens qui, eux, ont des services publics qui s'apparentent plutôt à des services au public. Donc ce mot a disparu dans un silence retentissant. Qui a dit ça? Personne. Personne ne sait. Aujourd'hui, on continue à faire les services publics. Même moi, je dis, l'Union européenne joue un rôle actuellement néfaste contre les services publics français et tout ça. Bon, mais elle l'a fait. Tout est fait. 2011, directive service de 2011, qui substitue l'affaire du service public à une multitude de services d'intérêt économique, SIEG, de services sociaux d'intérêt général, de services d'intérêt économique général, je vous en passe, c'est un marasme absolument total. Mais derrière chacun de ces nouveaux sigles se niche le même poison, d'une certaine manière, c'est qu'un service tel que je viens de vous les décrire peut être public ou privé, tout simplement. Et la directive service, c'est l'ouverture à la concurrence de tous les services existants en Union, dans les différents pays de l'Union européenne, et en permettant en permettant que des entreprises privées, capitalistes, gérées par des actionnaires, puissent être en concurrence avec n'importe quel autre service, sachant que le critère, là, est le taux de rentabilité, le prix et le taux de rentabilité. Quand on a compris ça, et que l'on sait que très rapidement après, c'était une époque où il fallait que le Parlement, les parlements nationaux transposent les directives de l'Union européenne, 2011. Maintenant, c'est plus la peine, c'est le guichet direct. Eh bien, le Sénat a flippé comme une bête. Pourquoi ? Parce qu'il s'est souvenu de la fronde de la directive contre la directive Bolkestein. Vous vous souvenez de la directive Bolkestein, qui a fait beaucoup de vagues et qui a mobilisé énormément en France, mais pas seulement dans d'autres pays de l'Union européenne. Et pour transposer la directive service, il fallait produire une loi cadre, puisque ça s'applique dans différents secteurs. Mais cette démarche, ce choix eût été présentait en tout cas des risques politiques à cette époque-là, puisque c'était là aussi, c'est comme le TCE et le traité de Lisbonne, hein, ben là c'était Bolkestein et la directive service. Et donc il ne fallait pas que renaisse un grand mouvement qui disait la directive service on n'en veut pas, c'est la même chose que Bolkestein. Donc ils ont pris une décision en France, qui n'a pas été partout dans tous les pays la même, c'est-à-dire de transcrire le contenu, mais service par service. D'accord ? Ce qui veut dire que la première chose qui a été mise en place, c'est la réforme de l'hôpital, avec la loi Hôpital, Patient, Santé, Territoire de l'inénarrable Madame Bachelot. C'est la première transcription de la directive service au niveau hospitalier. Et puis après, ils vont transcrire partout. Ils vont transcrire, mais dans des milliers de questions, y compris des questions
des questions juridiques, des questions assurantielles, sur les huissiers, sur les avocats, enfin, il y a une multitude puisque tout ça est du service, hein, c'est pas de la production industrielle, c'est du service. Bon. Et puis ils ont aussi transcrit par rapport à l'économie sociale et solidaire, d'un air de rien, c'est passé ni vu ni connu, je t'embrouille. Quand on a compris ça, et qu'on sait que c'est plié, mes amis, depuis 2011, et que personne n'a rien dit, quand je dis personne, les trois pelés à avoir dénoncé ou essayé d'expliquer, mais quand je dis personne, c'est-à-dire que la gauche, dans son ensemble, a fermé sa petite gueule, et que les organisations syndicales ont fait mine ou de ne rien voir, ou ont considéré qu'il n'était pas utile de le dire, de le dénoncer. Certes, ils ont dénoncé à un moment donné la loi hôpital, patient, santé, territoire. Il faut comprendre que cette loi, c'est ce qui a permis au système actuel d'avoir démantelé, dézingué, paupérisé, délabrer le système public de l'hôpital public en France. Ça ne s'appuie pas sur rien. C'est pas un mec comme ça. Ça s'appuie sur deux choses. L'entrée du News Public Management qui considère que l'hôpital est comme une entreprise, donc elle doit trouver à minima son équilibre économique. Et ça, ce n'était possible qu'à travers la directive service et la loi hôpital, patient, santé, territoire. J'attends depuis plus de 10 ans que quelqu'un vienne me dire que j'ai tort. S'il existe, qu'il lève la main, qu'il m'envoie un petit courrier, qu'il envoie un mail au Pardem, et on pourra discuter d'homme à homme. Ensuite, il y a eu d'autres. Ça, c'est la première chose que je vais vous dire. Et ça, il faut le dire, le redire, le raconter à tout le monde. C'est-à-dire que quand il y a des candidats qui se présentent, là, les 38 listes, hallucinant, 38 listes, vous voyez le pognon de dingue que ça représente, 38 listes, chacune des listes était censée imprimer 88 millions de bulletins de vote. Complètement cinglé. Bref. Quand il y a des candidats qui se présentent pour devenir europarlementaires et qui nous parlent dans leur clip de campagne de la défense des services publics, mais c'est vraiment une absurdité. S'il y a un lieu où on doit défendre des services publics pour les rendre à nouveau de véritables services publics, c'est dans le cadre du pays, c'est dans le cadre de la nation. Nous ne voulons pas des services publics de l'Union européenne, définis par l'Union européenne, c'est-à-dire des services au public. Nous voulons les services publics définis en France et qui ont un véritable rôle de service public. C'est pour ça d'ailleurs qu'il faut les dézinguer selon l'Union européenne. Donc quand ils se présentent, j'en reviens aux candidats, pour dire qu'ils vont défendre les services publics dans le Parlement européen, mais mon gars, va au CP, apprends à lire. Nous raconte pas n'importe quoi. Tu sais pas que ça fait plus de 10 ans que ça n'existe plus, les services publics? Bon, passons. Je vais pas m'énerver, il est tard. La deuxième chose, ce sont les directives. Alors, les directives, c'est joliment dit. Moi, j'aime bien le mot directive, parce que ça a un petit côté organisé. On comprend tout de suite. Une directive, on va quand même pas y échapper. C'est une directive. C'est une directive de la direction. Hein? Bon, bref. En réalité, une directive, c'est une loi. C'est une décision. C'est une décision qui fait loi. Dans le cadre de l'Union européenne, évidemment. Je ne dis pas. Et donc, quand on est sous le contrat du traité de Lisbonne, une directive, ça ne se discute pas. Ça s'applique.
D'ailleurs, quand est-ce que les députés français ont débattu et voté pour ou contre une directive européenne? Ça fait très longtemps que ça n'a pas existé. Ça n'a plus besoin. Ça s'applique. Boum. D'ailleurs, pareil pour les traités d'ailleurs de commerce. Vous vous souvenez de commerce international. Vous vous souvenez du CETA qui avait donné lieu en France à une grande mobilisation contre le CETA. D'ailleurs, au Canada aussi, il y avait une mobilisation des citoyens contre le CETA. Eh bien, ce CETA a été approuvé par l'Assemblée nationale parce qu'il devait être approuvé par l'Assemblée nationale, ou l'Assemblée de tous les pays de l'Union européenne, mais comme ça allait très long, tout ça, et que c'était quand même absolument urgent de récupérer les marchandises provenant du Canada, bien entendu. Donc, il y avait eu une petite ligne, comme dans les assurances, là, en dessous, qu'en attendant que les différents parlements aient le temps de prendre la décision de la transposition, le CETA s'appliquait. Qui a dit ça? Qui a braillé là-dessus? Qui a même utilisé, j'allais dire, une démarche juridique? Et il y avait un autre petit... Pour la France, il y avait une autre question qui se posait essentiellement, c'était que, comme nous avons deux chambres, n'est-ce pas, l'Assemblée nationale et le Sénat, avec la navette, et poète, eh bien, il fallait qu'il y avait un délai pour que ce soit examiné à l'issue de l'Assemblée nationale par le Sénat. Et je crois qu'il y avait un délai de 18 mois. Bad point, il se trouve que Macron, il a flippé un peu, d'ailleurs il le reconnaît, parce qu'il craignait que le Sénat ne l'envoie paître ailleurs. Et donc, il ne s'est rien passé. C'était pas grave parce que le CETA s'appliquait. Et qu'est-ce que c'est que le CETA? C'est quand même une concurrence totalement déloyale. Par rapport à qui? Par rapport aux agriculteurs français. Bon, non. Le mouvement des agriculteurs. Qui, dans les médias, de gauche, de droite, de machin, qui a rappelé ça? On ne sait pas. Personne, enfin, je dois être sourde alors. Donc une directive, maintenant, ça s'applique. Et comme l'Union européenne pond des directives à la vitesse du son, on ne voit même plus rien passer. Même plus dans le ciel étoilé de l'Union européenne, on ne voit plus rien passer. C'est-à-dire que d'un seul coup, c'est parce que on doit être monomaniaque d'un sujet, schlac, on se jette dessus, on dit « Ah là là, moi je suis accro à ça, par exemple, la santé, alors je scrute les directives concernant la santé. » Il y en a d'autres qui peut-être scrutent des directives concernant autre chose, mais en tout cas, ni les parlementaires, ni enfin, les sénateurs, aucun élu en France, et je prétends même aucun membre du gouvernement ne connaît l'ampleur des directives qui sont tous les jours pondues par l'Union européenne, malgré des milliers de personnes qui travaillent autour de ça à Bruxelles et ailleurs. Donc, ces directives s'appliquent automatiquement. Voilà, donc ils ont décidé, j'aime bien toujours donner cet exemple-là parce que pour moi c'est le plus crucial. Tiens, bon, je vais vous en donner un autre aujourd'hui. Savez-vous qu'à un moment donné, on pouvait, il n'y a pas si longtemps, s'acheter une petite voiture camionnette et puis la transformer en comment ça s'appelle ? Son truc pour aller en vacances, là, pas une caravane, un camping-car.
Donc, on n'avait pas de sous, on avait envie de faire ça, on se transformait son truc en camping-car, et puis on installait un matelas, un machin et tout ça. Bah, mon frère, il a voulu faire ça. Coucou, mon Marc. Il s'est acheté son petit camping-car, c'était le rêve voilà, de sa vie, s'acheter pas le camping-car, mais le truc pour le fabriquer lui-même. Et puis il a commencé, il a scié du bois, il a fait machin, bref. Et puis d'un seul coup, il a appris que c'était plus possible. Il fallait soit que tu achètes un camping-car, soit que tu fasses passer à ton pauvre camping-car des tas de tests pour voir s'il était dans les clous. Et moi, il me raconte ça, j'étais énervée, tout ça, puis pour rire, je lui dis, pout, je parie que c'est encore une directive européenne. Il me dit, oh, tu m'énerves, machin. Je tapouille sur mon ordinateur chez lui et que je trouve que c'est une directive européenne. Parce que comme ça contrôle, ça permet le développement du marché des camping-cars où les mecs ils s'en mettent plein les fouilles. Ça contrôle soi-disant la sécurité dont ils s'en battent la coquillette. Ça permet de faire des statistiques sur le marché des gens qui machin. Ça restreint ceux qui vont se lancer dans... D'ailleurs, depuis lors, pour la petite histoire, mon frère a revendu ce qui devait lui servir de camping-car parce qu'il a laissé tomber. Bref, voilà. Et donc, voilà, c'est de la moindre miette quand je dis que les directives... Et c'est une directive! C'est une directive! Comme la cuvette des chiottes, dont le volume d'eau a diminué pour sauver la planète, il faut le savoir, qu'à chaque fois que tu vas faire pipi, eh ben, comme tu as la bonne cuvette des chiottes qui n'envoie pas beaucoup d'eau, eh bien, à chaque fois que tu pisses, tu sauves la planète. Moi, je trouve que c'est rassurant de savoir que c'est aussi simple de sauver la planète en allant pisser dans la bonne cuvette des chiottes. Donc, je me lâche un peu, hein, c'est pas tout, c'est pas très... Voilà. Mais s'il y en a qui m'écoutent, ils vont peut-être se reconnaître, ils vont avoir 40 exemples à donner comme ça. 500. Bref. La troisième chose, donc, l'Union européenne, plus sérieusement, produit du législatif. Ne produit pas que de la recommandation. Mais comme elle produit du législatif, produit des directives notamment, d'ailleurs elle ne se cache plus maintenant qu'elle produit du législatif. Elle en veut encore plus grâce à la prochaine fédération, mais elle en produit. Mais grâce aux directives qui tombent, eh bien, qu'est-ce qu'elle peut faire? Des recommandations à chacun des pays, une fois par an, à minima, en demandant à chacun de ses élèves de fournir l'état de la France en matière évidemment de dette publique, de machin, de dépenses publiques, de fonctionnement des administrations, etc. Chaque pays envoie son dossier. Et puis derrière, l'Union européenne surveille et envoie ses recommandations à chacun des pays. Alors on pourrait se dire, c'est un gentil conseil, c'est pour que chacun des pays qui ne se rendraient pas compte qu'ils ne sont pas dans les clous complètement du traité de Lisbonne ou des dernières directives ou des pourcentages tolérés de déficit annuel et tout ça puisse rentrer dans les clous. Non, ils les appliquent. Pourquoi il faut les appliquer? Parce que sinon, eh bien, si certaines de ces recommandations ne sont pas appliquées, eh bien, les pays en question ne perçoivent pas les guillemets subventions de l'Union européenne ou les contributions de l'Union européenne. L'Union européenne, je le rappelle au passage, ne produit rien, donc ne rentre aucun pognon, sauf le nôtre,
c'est-à-dire celui qui est récolté dans chacun des pays de l'Union européenne, via l'impôt évidemment, puisque bref. Et donc, à partir de ce moment-là, les recommandations, il faut les appliquer. Et quelquefois, il y a du chantage. Il y a du chantage auprès de certains pays, on l'a vu tout à fait récemment. Donc, ces 3 éléments, parmi les milliers d'autres qui existent, dont on a déjà parlé, d'autres camarades ont parlé, etc. Ça, c'est du réel, c'est du concret, c'est chacun pour soi. Par exemple, la taille et la forme des légumes. Vous savez que la taille et la forme des légumes, elle est définie qu'on peut mettre sur le marché. Une fois qu'on l'a produit, quand on est agriculteur, eh bien vous savez qu'elle est définie par l'Union européenne. Et on les paye pour ça, et on va continuer à faire ça. Et on va soutenir l'Union européenne, et on va aller voter comme des moutons blancs au lieu de reprendre nos habits de moutons noirs de 2005. Moi, je vous appelle à sortir votre moumoute de mouton noir de 2005. Voilà. Bien, bonsoir à toutes et tous. Et dans la continuité des interventions de mes camarades, je vais aborder quelques éléments complémentaires, parce que ce n'est pas la peine de répéter des choses qui ont déjà été dites, mais j'aimerais d'abord répondre à la question pourquoi boycotter. Parce qu'il y a des accusations qui sont formulées à cette question, pourquoi vous appelez au boycott, c'est pas bien, etc. Souvent les arguments qu'on entend, c'est, alors un des arguments classiques, il y a eu des tas de gens qui sont morts pour le vote. Oui. Tout comme il y a des tas de gens qui sont morts, je ne sais pas, pour la sécurité sociale, pour des tas d'autres choses, ce ne sont généralement pas des arguments que l'on entend dans ces cas-là. Et on entend également que le vote, c'est la démocratie. C'est d'ailleurs pour ça que des pays comme l'Arabie Saoudite, comme l'Égypte, comme des tas d'autres d'ailleurs, qui ne sont à mon connaissance pas spécialement des régimes démocratiques, eh bien, autorisent le droit de vote. Ce qui signifie d'ailleurs qu'un régime autoritaire peut très très bien s'accommoder, et il le fait d'ailleurs souvent très parfaitement, du droit de vote. Non pas que le vote serait en soi antidémocratique ou autoritaire, mais ça ne veut pas dire que c'est une garantie absolue d'une démocratie. Et en ce sens-là, de dire qu'il faut absolument voter parce que c'est ça la démocratie, c'est d'ailleurs le message qu'on me demande de faire passer quand on est enseignant dans l'éducation nationale. Inutile de vous dire que je ne risque pas de le faire passer, car il suffit de le confronter à des faits qui sont très simples. On entend également souvent que boycotter, s'abstenir, puisque le terme aussi a été utilisé, c'est pas la même chose, comme l'a rappelé Jacques Nikonov tout à l'heure, eh bien ce serait faire le jeu du rassemblement lepéniste et de l'extrême droite. À ma connaissance, le taux d'abstention n'a pas été si important que ça au second tour de l'élection présidentielle en 2022, ce qui n'a pas empêché d'ailleurs Marine Le Pen d'avoir plus de 42% des suffrages. Et à ma connaissance, lorsque l'abstention a été de 66% au régional en 2021, eh bien le rassemblement lepéniste a eu moins de 3 millions de voix. Ce qui d'ailleurs s'explique pour une raison extraordinairement simple, c'est que dans le fond, et c'est là où on va revenir à la question, dans le fond, pourquoi voter? Parce que c'est très bien de demander pourquoi boycotter. Mais inversement, et vous, pourquoi votez-vous au fait? Pourquoi votez-vous? Parce que dans le fond, quand les personnes votent, elles votent par rapport déjà à des têtes, qu'on le veuille ou non. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que s'il y a bien une tête qui dépasse trop, beaucoup trop, depuis 2017 dans ce pays, c'est celle d'Emmanuel Macron. Alors forcément, à partir de là, eh bien, les citoyens, les travailleurs de ce pays veulent s'en débarrasser. On l'a bien vu avec le mouvement des Gilets jaunes. Et assez rationnellement, eh bien, les citoyens et les travailleurs se demandent quelle est la personne, pas le programme, mais la personne qui est la plus à même de pouvoir se débarrasser d'Emmanuel Macron. Qu'importe le programme. D'ailleurs, je suis tenté que ce programme ait été élu. Voire qu'il soit crédible, nous allons y venir après. Eh bien, la réponse, on la connaît. On l'a encore vu d'ailleurs récemment à travers le pseudo-débat, si on peut appeler ça un débat, entre Jordan Bardella et Gabriel Attal. Un sommet de vide absolu. C'est pour ça que la question qu'on doit poser, c'est plutôt, mais pourquoi voter au fait pour ce scrutin? Pour quelles raisons votez-vous? Alors souvent, vous entendrez
Ah oui, mais c'est parce que, je l'ai dit, il y a des gens qui sont morts, c'est important, il faut le faire pour ça. Oh, je sais pas trop, mais c'est important. Oh, j'ai entendu qu'il y avait peut-être, enfin ça je l'ai même pas entendu pour cette campagne d'ailleurs, une Europe sociale. C'est pas nouveau d'ailleurs, l'histoire de l'Europe sociale, on va pas revenir dessus. C'est François Mitterrand lui-même qui disait d'ailleurs en 1983 qu'il est confronté à face à deux ambitions, la construction européenne et la justice sociale. Il a choisi une ambition et l'autre il savait qu'elle serait à la poubelle et il l'a très bien démontré, et puis tous les autres derrière aussi au passage. Mais j'ai presque envie de dire que dans le fond, l'intérêt de cette campagne que nous menons toutes et tous avec nos sensibilités diverses et nos points de convergence, parce que nous en avons, c'est qu'en fait, nous menons une campagne profondément politique au sens noble du terme. Pas au sens petit partisan qui cherche parmi les 38 listes, dont les 3/4, on ne sait même pas d'où elles sortent d'ailleurs, qui cherche absolument à avoir 300 voix, 3000 voix, ou 20 ou 30 sièges dans ce pseudo-parlement. Non, nous menons une campagne profondément politique d'explication citoyenne. La politique que nous menons est profondément démocratique de ce point de vue. Et c'est tout le paradoxe, ou prétendu paradoxe, en réalité paradoxe apparent. En fait, appeler au boycott est un geste profondément démocratique. Et c'est appeler à voter pour ces élections qui est profondément antidémocratique, et d'ailleurs la preuve, c'est qu'il ne faut pas oublier quand même que c'est Emmanuel Macron le premier, ainsi que tous les autres, qui appellent à voter. Eux qui se sont assis sur le vote du référendum du 29 mai 2005, lors du 4 février 2008. Si vraiment ils avaient ce grand souci du vote démocratique, ça se saurait depuis un moment. La réalité, c'est que dans certaines circonstances, oui, le boycott peut être un geste profondément démocratique. Profondément démocratique, et en particulier, c'est le deuxième point de mon intervention, face aux multiples mensonges, il faut le dire, pour ne pas dire trahison dans certains cas d'ailleurs, véhiculés par nombre de formations politiques. À tout prendre, la Macronie ment, ça on le sait, mais à tout prendre, c'est la plus cohérente de toutes les forces présentes. De toutes. Que défend-elle? Le saut fédéral européen, on en a déjà parlé. Parallèlement, ne l'oublions pas, elle défend le pacte, et les mots ont un sens, girondin, c'est-à-dire l'anti-jacobinisme, c'est-à-dire l'anti-révolution française, c'est-à-dire tout ceci. Au nom de la souveraineté européenne, la Macronie va défendre forcément la mise en place d'une armée européenne. Certainement avez-vous entendu parler de ce fameux projet de Thierry Breton de 100 milliards, d'un fonds de 100 milliards d'euros pour pouvoir armer à fond l'Europe. Et évidemment pour mener des conflits de haute intensité, ce qui nécessite que les pays membres de l'OTAN, qui d'ailleurs sont membres de l'UE pour un grand nombre d'entre eux, doivent porter à 2% l'effort de guerre en ce qui concerne donc les dépenses budgétaires. Donc ça veut dire concrètement que la Macronie, de ce point de vue, est très cohérente puisqu'elle veut détruire, c'est très clair, la souveraineté nationale populaire. C'est indiscutable. Après, elle ment parce qu'elle fait croire que c'est compatible avec la France et que l'Europe plus forte, la souveraineté européenne, ça va avec la souveraineté française. Bien sûr que non. Et puis d'ailleurs, ce que nous disons pour la France, c'est valable pour tous les autres pays membres de l'Union européenne. Il y a bien sûr ces mensonges de la Macronie, mais il y a aussi les mensonges de l'extrême droite, qui se présentent historiquement comme patriotiques. Alors à ceci près que s'il y a bien une force qui a toujours été antipatriotique, c'est l'extrême droite. Que l'on songe à 1792, aux émigrés de Coblence qui veulent écraser la Révolution française. Que l'on songe à 1870-71 et l'alliance des Versaillais avec Bismarck pour écraser la Commune de Paris. Une Commune de Paris qui d'ailleurs avait 3 qualificatifs, en quelque sorte, pour la désigner. C'était un mouvement républicain, socialiste et patriotique. Qui justement voulait poursuivre la guerre contre le militarisme prussien. J'ai même pas besoin, je pense, de parler de 1940. C'est suffisamment clair, sauf bien sûr pour les réhabilitateurs en chef de Pétain, comme par exemple Éric Zemmour, qui a des petits soucis avec l'histoire, ça on le sait. Mais cette extrême droite qui se présente comme patriotique, populaire, non seulement elle ne l'est pas historiquement, mais elle ne l'est même pas aujourd'hui. Puisque, que ce soit Marine Le Pen, Éric Zemmour ou d'autres, ils ne veulent pas sortir de l'euro. Ils ne veulent pas sortir de l'Union européenne. Ils ne veulent plus, si tant est qu'il l'ait vraiment voulu, sortir de l'OTAN.
Et ne croyons pas que c'est un effet de mode. Je vous invite à lire la profession de foi de Jean-Marie Le Pen au moment de l'élection présidentielle de 1974, il y a 50 ans. C'est très clair ce qui est écrit. Selon lui, là encore mensonge énorme, la France pourra être indépendante et libre à condition de consolider ses alliances atlantiques et européennes, l'euro-atlantisme. On est en plein dedans. Et puis évidemment, les derniers mensonges, quelque part les plus gros dans le fond, et qui coûtent cher aujourd'hui à la situation de notre pays, ce sont les mensonges de ce qu'on appelle la gauche. Je l'ai dit déjà, François Mitterrand, qui de toute façon expliquait bien que c'était absolument impossible d'avoir une Europe sociale, puisqu'il fallait choisir à un moment donné, même si 5 ans auparavant, il avait fait croire qu'on pouvait tout à fait avoir les États-Unis socialistes d'Europe, pratiquement. C'était presque du trotskisme de ce point de vue. Mais d'ailleurs, il suffit d'écouter les différents candidats pour ce scrutin. Et on réentend toujours la même chose tous les 5 ans. Et on fera un SMIC européen. Et on va créer un grand impôt de solidarité européen. Et on va harmoniser socialement, fiscalement, etc. Oui, vous harmoniserez, très en bas. Puisque de toute façon, ça ne peut être que comme ça. Et ce qui est encore plus terrible, c'est de voir que des gens dits de gauche en sont à vanter même les origines de la construction européenne. Pour celles et ceux qui auraient raté ce grand moment de problème historique, on va dire, je renvoie à la déclaration de Manon Aubry, le 9 mai 2020, qui, pour le 70e anniversaire du discours de l'horloge de Schuman, expliquait que Schuman avait voulu mettre en place une Europe de solidarité par le fait, et que ça avait été dévoyé. Et oui, on apprend donc que Robert Schuman, en fait, était un grand socialiste, pas loin de ça. Et ce qui est terrible, c'est de se dire qu'à chaque fois, on nous ressort la même sauce, avec des têtes différentes, toujours un peu plus rajeunies. On peut penser aussi à Léon de Fontaine, du côté du PCF, qui récemment expliquait l'intérêt de voter. Écoutez bien, il l'a dit à Lille le 15 mars dernier à la Halle au Sucre. J'y ai été, je suis allé un petit peu l'asticoter. Il expliquait que s'il y avait eu, condition, s'il y avait eu, je ne sais plus quoi, 12 ou 15 députés supplémentaires, pas députés, eh bien, il aurait été possible au Parlement européen de faire passer un amendement sur un texte, je ne sais même pas lequel, à propos de ce qui se passe en Azerbaïdjan. Ah oui, alors là, tout à coup, ça donne envie de voter. Là, vraiment, tout à coup, ça change tout. Bon. Encore plus effarant est la position aussi des confédérations syndicales. Pas plus tard qu'hier ou avant-hier, Sophie Binet, qui a été présentée comme la nouvelle tête d'affiche donc de la CGT, lors du dernier congrès de Clermont, a fait venir 6 candidats. 6 candidats pour qu'ils exposent leur projet sur l'Europe. Alors étaient présents Manon Aubry, évidemment, Léon de Fontaine. Il y avait aussi Raphaël Glucksmann, le va-t-en-guerre attitré, Marie Toussaint, qui fait partie d'une formation qui, rappelons-le, il y a 10 ans, appelait à tout simplement dissoudre l'État-nation. C'était les paroles d'Emmanuel Cos en décembre 2013. Et était également présent, très intéressant, Valérie Hayet, de Renaissance, et François-Xavier Bellamy de LR. Alors on a du mal à comprendre ce que François-Xavier Bellamy et Valérie Hayet viennent faire là, devant Sophie Binet, qui les interpelle pour leur projet européen. Apparemment, Sophie Binet n'est pas au courant que Hayet, Bellamy voulaient détruire les retraites, enfin veulent toujours d'ailleurs, etc. Non, elle n'est pas au courant. Pourquoi ? Parce que tout simplement, elle, comme une grande partie des confédérations syndicales, comme une grande partie de ce qu'on appelle la gauche, enfin de ce qui est appelé la gauche, eh bien croit toujours dans ce mythe de l'Europe sociale, du dialogue social, du progrès, je ne sais quoi. Rappelez-vous que Philippe Martinez avait applaudi le plan de relance, il mettait toujours des guillemets à toutes ces expressions. Macron-Merkel. Oui. Voilà, on en est là. C'est-à-dire qu'on en est à voir des gens qui applaudissent, qui invitent leurs ennemis de classe, parce que ce sont des ennemis de classe, il faut le dire. Tout ça pour les féliciter. C'est pas pour ça que nous nous battons au pôle de Renaissance communiste en France, au PRCF. Et je vais me permettre de paraphraser notre président Léon Landini, qui, le 9 avril dernier, a eu 98 ans, qui
qui, je tiens à rappeler, est le dernier FTP-MOI, main-d'œuvre immigrée, frontières partisans, vivant dans ce pays. Et d'ailleurs, il a été obligé d'être invité après une petite campagne médiatique que nous avons dû mener et qui lui a permis d'être présent au moment de la panthéonisation de Missak Manouchian. Et il a joué un rôle très important pour sa propre présence. Vous voyez, hein, il avait quasiment 98 ans. Que disait Léon? Il disait que lorsqu'il était résistant avec tous ses camarades, donc de la main-d'œuvre immigrée, il se battait pour avoir une France forte, libre, indépendante, démocratique et souveraine. Ce n'est pas par hasard qu'il est le président du pôle de renaissance communiste en France de ce point de vue-là, puisqu'il a aussi son engagement communiste. Mais je dirais qu'à tout prendre, ce que nous souhaitons, eh bien, c'est reprendre finalement, bien sûr en étant actualisé sur notre époque, reprendre les programmes qui ont été dans le sens eh bien, du progrès social, des conquêtes démocratiques. À tout prendre, penser à l'intitulé du programme du Front populaire en 1936, qui d'ailleurs était très difficile à mettre en place, et pour cause. Pain, paix, liberté. Les conquêtes sociales, les services publics, on en a déjà parlé, c'est le pain. Quand on songe que 35% des Français ne peuvent plus déjà faire 3 repas par jour, c'est plus que jamais une question d'actualité. La paix. Et regardez la marche à la guerre. Regardez comment Emmanuel Macron, même mes élèves de lycée, me le disent. Mais monsieur, on va aller à la guerre, là? Je dis, bah oui. Oui. On y va tout droit. Et ce ne sera pas une petite guerre avec des saguets. Hein. Non, non. Ce seront avec des armes qui, selon Léon de Fontaine ou d'autres, ne sont que des armes défensives. Elles ne seraient pas offensives. Nous voici tout de suite rassurés. Ça va beaucoup mieux. Et une guerre qui, cette fois-ci, sera véritablement exterministe. Parce que ce que l'on oublie de voir derrière tout ça, c'est que l'Union européenne, c'est aussi le saccage environnemental et écologique. Il n'y a pas besoin de la guerre pour cela. Elle le fait déjà très bien sans. Et puis liberté. Bien entendu, liberté démocratique, liberté d'expression qui, soit dit en passant, est sacrément remise en cause en France. On ne peut même plus se prononcer sur une analyse de conflits potentiellement comme au Proche-Orient, comme on le souhaite, sous peine d'être qualifié d'on ne sait quoi. Et il faut quand même signaler qu'en Europe, il y a bien une force politique qui monte dans toute l'Europe. C'est une force qui historiquement a détruit les libertés, à savoir les forces d'extrême droite. Et pas plus loin qu'à l'est de l'Europe, en Ukraine, vous avez quand même des combattants qui se revendiquent d'un certain passé, qui n'est pas le plus glorieux de l'histoire. Et c'est pour cela qu'il faudrait donc se battre, armer, réarmer, se réarmer, et finalement, au passage, faire en sorte que l'argent aille pour la guerre et non pour les salaires. Voilà pourquoi, en conclusion, au PRCF, nous estimons qu'il y a 3 choses importantes à faire. Certaines sont plus spécifiques à notre groupe, certes, mais d'autres sont beaucoup plus ouvertes, naturellement, puisque nous sommes là pour, justement, créer les conditions d'une véritable alternative. La première condition, pour nous, c'est que si on regarde l'histoire, c'est lorsqu'il y avait un véritable parti communiste, quand il méritait encore ce nom, et lorsqu'il y avait une puissante CGT de combat, qu'il était possible d'aller arracher des victoires. Et rappelons que le Front populaire, c'était aussi à l'initiative du PCF et de la CGT, pas seulement, mais notamment. Rappelons que le CNR, le programme du CNR du 15 mars 1944, s'il a existé, c'est parce qu'il y avait aussi un rôle important des communistes. Pas que des communistes, naturellement. La deuxième condition importante, c'est de créer, bien sûr, une alternative politique large, ce que nous appelons l'alternative rouge et tricolore. Les Gilets jaunes ont d'ailleurs très bien démontré, dans le fond, et ça fera le lien avec le dernier point, le dernier élément de conclusion, lorsqu'ils ont ressorti le drapeau tricolore, trop souvent laissé à l'abandon, ou laissé à une extrême droite qui, paraît-il, le défend. Nous refusons de laisser le drapeau tricolore à l'abandon. Mais nous refusons aussi d'ailleurs de laisser le drapeau rouge à l'abandon, parce que ce drapeau aussi a été abandonné, y compris par celles et ceux qui osent s'en revendiquer encore aujourd'hui en le salissant. Et puis le dernier élément important, encore une fois, les Gilets jaunes l'ont démontré. Dans le fond, l'alternative à tous celles et tous ceux qui nous dirigent, sans parler, qui nous spolient, qui nous écrasent, dans le fond, la véritable alternative, c'est le peuple. C'est le peuple. C'est ça la véritable alternative. Non pas celui à qui on somme d'aller voter
sous peine que ce soit la fin du monde, enfin de bien voter, bien entendu. Mais celui qui justement se révolte, fait entendre sa voix, comme l'ont fait les Gilets jaunes. Et lorsqu'ils le font, derrière le peuple, c'est la nation. Car comme le disait très bien le philosophe Georges Politzer, la nation en définitive, c'est le peuple. Voilà pourquoi nous nous battons. Citoyennes, camarades, vous l'aurez sans doute compris à travers les interventions de ce soir et celles d'il y a quelques heures à la place de la Bastille, ce 1er juin 2024. Nous n'avons pas l'intention de rester l'arme au pied face au désastre que notre pays et son peuple subissent. Notre rassemblement en faveur du boycott de la pseudo-élection européenne est l'expression de notre détermination à combattre côte à côte et ensemble en faveur de la sortie de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. C'est la seule voie utile et réaliste pour se libérer de l'emprise du néolibéralisme sur la société et sur chacun d'entre nous. Nous refusons d'être inféodés à une structure supranationale qui emprisonne les nations et les peuples. Nous refusons d'être les complices d'un système pas seulement antidémocratique, mais véritablement dictatorial, qui broie les individus, qui prive le peuple de France, de même que chacun des peuples des pays inféodés à l'Union européenne, de sa souveraineté, celle-là même qu'il a arrachée par les révolutions françaises et toutes les luttes sociales et politiques émancipatrices. Nous nous opposons à toute délégation de pouvoir à une caste mondialiste qui écrase les individus, qui tient les rênes de notre légitime pouvoir de citoyen. Nous ne plierons pas face à tous ceux qui manient la langue du renoncement et de l'obéissance servile. La mondialisation capitaliste n'est pas une fatalité. L'Union européenne n'est pas immortelle. Elle n'est qu'un machin concocté par les classes possédantes et dirigeantes et servi par la poignée de technocrates à la botte de Bruxelles, de Berlin, de Washington et des multinationales. Nous ne sommes ni des fous, ni de doux rêveurs. Nous savons, parce que l'histoire l'a démontré à de multiples reprises, que lorsqu'un peuple est déterminé à prendre sa destinée en main, il peut vaincre le pire ennemi. Nous ne baisserons jamais la garde face aux chantres de la guerre, eux qui la déclarent sans jamais la subir dans leur chair. La paix, l'ami des peuples, n'est certes jamais une évidence. La construire est aussi un combat. Nous voulons regarder l'avenir pour ce qu'il risque d'être si aucune résistance populaire ne s'oppose aux actions et aux projets funestes des destructeurs patentés capitalistes et va-t-en-guerre. Au-delà des intérêts particuliers de nos organisations respectives, dans leurs particularités et diversité, nous voulons regarder l'avenir comme il devrait se construire avec ceux qui font la vie de la nation, les hommes et les femmes qui produisent des biens, des services, qui apprennent, qui transmettent et partagent pour donner sens au travail et au commun. Celles et ceux de tous âges, jeunes et vieux, qui ont au cœur et à l'esprit la volonté de bâtir une société humaine fondée sur la justice, la liberté, l'égalité, la fraternité, la laïcité et le respect de la biodiversité. Le peuple français, par son histoire émancipatrice, peut montrer la voie comme il l'a fait en 2005, comme il l'a fait de nombreuses fois. Il peut se lever à nouveau pour refuser qu'un État fédéral européen ne fasse disparaître la France. À l'issue de notre campagne commune pour le boycott, après le 9 juin,
Nous construirons les conditions de la coopération entre nos organisations et avec tous ceux qui voudront partager l'ambition collective de libérer la France et son peuple du joug d'un occupant qui se prétend le libérateur, pour aller vers une démocratie réelle et le progrès social qui sont consubstantiels. Cette conclusion n'est donc pas une fin, mais une voie ouverte vers une nouvelle étape. Signé Pardem, Le pôle de Renaissance communiste en France, la jeunesse pour la Renaissance communiste en France, Le RPS fier. et la dynamique populaire constituante. et tous les citoyens et travailleurs qui, bien sûr, se joindront à ce mouvement et que nous invitons à boycotter massivement le scrutin européiste du 9 juin prochain. Et nous remercions Les les Gilets camarades des Gilets jaunes qui ont participé aujourd'hui à cette journée et en particulier à la Bastille sous la pluie, puisque en qualité de mouton noir, il était assez logique que le soleil ne brille pas sur nous pour le moment, mais il Après arrivera, la pluie, vient le beau temps.